Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Arnaud Montebourg. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Aujourd'hui, les administrateurs de Vivendi devraient trancher. On sait qu'ils étaient divisés. Est-ce qu'ils ont tranché? Qu'est-ce qu'ils vont trancher? J'ai cru comprendre que les dirigeants de Vivendi ont décidé coûte que coûte de vendre SFR à Numéricable, ce qui pose un certain nombre de problèmes et de questions. C'est-à-dire que c'est Numéricable qui a été choisi? Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Ce que j'ai compris et ce que nous avons compris, le gouvernement, c'est qu'ils préfèrent le choix de Numéricable. Mais ça s'est fait cette nuit. Ils sont en train de le faire. Ce que je comprends, c'est que cela pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que Numéricable est une petite entreprise par rapport à ce qu'est SFR. C'est une entreprise de 5 milliards qui s'endette à hauteur de 10 milliards pour acheter plus gros que lui. Et quand, vous savez, on a les yeux plus gros que le ventre, on risque de se mettre en risque. Et ce que nous craignons, c'est le surendettement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les LBO. Vous achetez à crédit, si le marché se retourne, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les entreprises qui ensuite tombent et licencient leur personnel. Donc nous sommes les défenseurs de l'emploi, de l'investissement, et puis on a un deuxième problème dans ce dossier. On pensait que l'État était pour la solution avec Bouygues et Xavier Niel, que Vincent Bolloré l'était, que beaucoup d'actionnaires et d'administrateurs l'étaient. Vous voulez dire qu'un homme a réussi à renverser Jean-René Fourtou et vous n'avez pas réussi à le convaincre? Écoutez, il y a eu des conversations toute la nuit. Nous sommes favorables à un retour à 3 opérateurs. C'est ce qu'a exprimé M. Niel, c'est ce qu'a dit M. Richard, c'est ce que nous avons dit, parce que nous pensons que ça ne porte pas préjudice aux consommateurs et ça permet de stabiliser un secteur où nous avons à investir pour moderniser la France, comme on l'a fait avec le TGV, le téléphone, 30 milliards d'euros dans la fibre. La fibre, c'est ce qui va permettre aux Français d'avoir 1 giga chez eux partout, de lutter contre la fracture numérique. Donc nous avons besoin non pas de câbles, qui est un système d'avant, mais de fibre, qui est le système du futur aux États-Unis et partout ailleurs. C'est-à-dire que Jean-René Fourtou de Vivendi a choisi le moins sûr, le plus faible et le plus risqué. Ce sont vos commentaires. Nous, ce que nous pensons, c'est d'abord qu'il y a un problème fiscal, puisque Numéricable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey, dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que par ailleurs lui-même est résident en Suisse. Donc, il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions, biens à Paris, en France. Et donc, nous avons des questions fiscales à lui poser. Troisième problème, il y a un problème de concurrence. Car Numéricable, qu'est-ce que c'est? C'est le monopole sur le câble en France, comme dans d'autres pays européens. Or, la fibre, elle est concurrentielle, pas le câble. Donc, il va y avoir un problème de concurrence. Et nous allons donc devoir saisir les autorités pour demander un certain nombre de mises en concurrence du câble. Donc, on voit bien que ce dossier est un dossier au long cours et très difficile. Nous avons exprimé des préférences parce que c'est dans l'intérêt des Français, de l'emploi, de l'investissement et de l'avenir de la France. Mais quel est le recours de l'État? Vous dites que la décision est prise, le choix de Jean-René Fourtou pour Vivendi, de Vivendi pour Numéricable. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas réussi à le convaincre. Il n'y a rien à faire. Quel est le recours de l'État ce matin? L'État n'est pas, comme vous le savez, dans une... Ce sont des groupes privés, évidemment. Voilà, l'État n'est pas le propriétaire des uns des autres. L'État a exprimé une préférence. Il y a un certain nombre de problèmes que je viens d'exposer. Surendettement, absence de concurrence dans le câble, problèmes fiscaux. Ces problèmes, on va les traiter maintenant. Mais Numéricable, vous avez alerté Arnaud Montebourg par écrit sur le fait que Bouygues a 600 boutiques, SFR 700 boutiques qui vendent le même service, et donc que le choix de Bouygues aurait entraîné la suppression de 3000 emplois. Vous ne l'avez pas cru alors? D'abord, il y a M. Bouygues, que nous connaissons, a pris des engagements. Et il a dit qu'il n'y aura pas de plan social. Je rappelle que quand Peugeot et Citroën, 2 marques très différentes, ont fusionné, on a gardé les concessionnaires Peugeot et Citroën, le blanc, le rouge. Là, c'est pareil, on gardera. C'était l'esprit. C'est l'engagement de M. Bouygues. On garde des boutiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne fusionne pas en une seule marque. Il garde ces 2 marques et conserver son réseau, le double réseau. Pourquoi? Parce qu'il ne s'adresse pas aux mêmes clients. Donc, c'est quelque chose qui commence ou qui repart. Axel de Tarlet en disait tout à l'heure quelques mots avec Thomas. Est-ce que vous dites que rien n'est réglé ou tout est réglé, ou que si c'est réglé au niveau de Numéricable,
il y aura des problèmes et des grandes difficultés et des risques pour l'emploi. Quand vous avez une entreprise qui paie 5 milliards et qui achète une entreprise en s'endettant pour 10, vous avez un problème de surexposition et de surendettement, et d'ailleurs de surexposition des banques. Les banques nous ont habitués à faire n'importe quoi dans la crise financière. Parce Donc là, on peut considérer qu'elles se mettent en risque, et elles mettent en risque l'entreprise, parce que s'il y a un retournement de marché ou des événements qui n'ont pas été prévus, eh bien ce sont les gens qui vont payer. Et ça, le gouvernement n'est pas d'accord. Les gens, c'est-à-dire le consommateur et les employés. Les employés. Comme toujours, c'est toujours eux qui payent la facture des batailles de milliardaires. Parce que ça, c'est une bataille de milliardaires. Et vous ne croyez pas, Arnaud Montebourg, même si ce n'est pas à vous de le commenter, que ça annonce une bataille encore plus dure chez Vivendi entre Fourtou et Vincent Bolloré? Écoutez, je laisse le soin à ceux qui font les commentaires de dire ce qu'ils pensent. Entre l'exécutif, les socialistes, on change de sujet, et l'UMP, la bagarre continue sur le dos de la justice. Chaque parti rejette sur l'adversaire son lot d'affaires. Et votre camp a même fait preuve d'étranges maladresses, de contradictions. Et même Christiane Taubira a reconnu qu'elle avait fait quelques erreurs et commis des imprécisions. Mais écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a 7 affaires qui contiennent des soupçons, des mises en cause ou des citations de M. Sarkozy, avec 10 juges du pôle financier qui travaillent presque à plein temps sur M. Sarkozy. La plupart de ces affaires ont débuté quand M. Sarkozy était au pouvoir. Et donc, ces juges indépendants ont décidé de placer sur écoute un certain M. Sarkozy qui se fait passer au téléphone, on a appris ça en lisant le journal, pour un certain M. Paul Bismuth. Mais parce qu'il savait il commençait à penser que son son vrai téléphone était écouté. D'accord, mais enfin... Mais vous, l'avocat, vous comprenez qu'on écoute les téléphones des avocats, vous? Ah bah c'est normal, quand ils commettent ils sont soupçonnés de commettre des complicités de Mais ils sont délits. soupçonnés, mais il n'y a pas de preuve. Ah bah écoutez, ça c'est au juge d'en décider, c'est pas à nous. Alors, voilà. Le gouvernement a pris le 26, le 28 février et le 4 mars que depuis 6 mois, justement, M. Sarkozy et Herzog étaient écoutés. Maître Montebourg, est-ce que vous êtes sûr que rien n'est remonté ou n'a été connu avant le 26 février? Écoutez, moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on ait les informations. Pour une raison simple, c'est que c'est la loi. La loi, c'est que le procureur... de la justice. Mais le procureur, vous pouvez avoir toutes les informations. Ce qui est important dans la situation actuelle, c'est que le pouvoir exécutif s'interdit d'intervenir dans le cours des affaires de la justice. C'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les procureurs ne peuvent pas recevoir d'instructions. Donc, ils donnent des informations, mais un gouvernement comme le nôtre a décidé de s'interdire d'en faire quoi que ce soit. Oui. Vous savez ce qu'avait dit M. Pasqua, qui était orfèvre en affaires? Il avait dit, quand vous êtes embêté par une affaire, vous créez une nouvelle affaire dans l'affaire jusqu'à ce que les gens n'y comprennent plus rien. Moi, ce que je sais, c'est que l'affaire Karachi, l'affaire Tapie, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire Bettencourt, l'affaire du financement présumé de la campagne de M. Sarkozy par des Libyens et M. Kadhafi, tout ça, ce sont des affaires en cours avec des juges qui procèdent à des investigations et qui ont déjà mis en examen toute la camarilla sarkozyste. Maître Montebourg, la présomption d'innocence, qu'est-ce que vous en faites, vous? Eh bien, elle s'applique. Apparemment non, puisque vous l'avez déjà jugé. Ah ben moi, j'ai pas jugé, je cite ce que font les juges. Et les juges dans notre pays sont indépendants. C'est un bien, c'est un progrès. Voilà. Ouais. Et quand j'entends un certain nombre de gens qui disent c'est de l'espionnage politique, ce sont des juges indépendants qui ont décidé, dont la carrière est garantie constitutionnellement, de mettre sur écoute un ancien président de la République et son avocat. Ce n'est pas une autorité politique. On a l'impression, en vous écoutant, que, comme dit Valeurs Actuelles, Sarkozy, vous le voulez mort ou vif? Écoutez, je crois que M. Sarkozy, il se débrouille très bien, lui tout seul, avec ses abus et ses excès présumés ou supposés, pour se mettre en difficulté au regard des juges. Un mot, vous présentez il y a 6 mois à l'Élysée et à tout le pays les 34 plans de la France industrielle du futur. Dans une demi-heure à Matignon, vous allez présenter les 5 premiers. La voiture, moins de 2 litres au 100, c'est l'aller-retour Paris-Marseille avec un seul plein. C'est-à-dire, en fait, l'industrie française est en train de se transformer. Dans les satellites, dans l'aviation, dans l'automobile, dans le bois, dans un certain nombre d'innovations. L'avion électrique sans une goutte de kérosène. Nous aurons un prototype dans les semaines qui viennent. De même que nous aurons au mondial à Paris de l'automobile, la voiture à moins de 2 litres qui va changer la vie des Français et retrouver l'esprit de la liberté avec lequel on achète son véhicule. On avait perdu cette habitude. Est-ce que vous savez qui va suivre ces projets dans le futur, ces chantiers? Vous allez changer de ministère. Ah non, moi j'adore ça. Je suis passionné, je suis engagé. Vous êtes passionné par le Made in France. Au début de la semaine, vous avez déploré, Arnaud Montebourg, que le maillot de l'équipe de France de foot soit fabriqué en Thaïlande par Nike et non pas en France, 100% Made in France. Alors Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 vous a pris au mot. Il a trouvé une entreprise française qui s'appelle Ultra Pepita.
qui a été capable de fabriquer un maillot 100% made in France. Le voilà, je vous le présente. Il est beau. À votre nom. Félicitations, je suis très touché. Merci il est bien beaucoup. fabriqué magnifique. à Castres, il est superbe. Ouais, magnifique. Ouais. Sauf qu'il coûte 21 € la fabrication contre 5 € pour le Nike en Thaïlande. Et alors? Mais comment on fait? Eh bien, tout simplement, vous savez ce qu'on fait? À combien il les vend, Nike? Nike à votre les avis vend plus cher. Il les vend combien? Il les vend 85. Ah ben voilà, il prend sur ses profits et je demande à la Fédération française de football, Monsieur Le Gret, je lui demande, à votre micro, de rapatrier une partie de la production chez les entreprises françaises qui font du très beau travail, comme je suis en train de le montrer. Sauf que Nike, en écéchange, verse une énorme redevance à la Fédération française. 42 millions pour aider le foot amateur. D'accord, mais il diminue sa redevance et il fait travailler les entreprises françaises. Chacun fait avec ses moyens, et je crois que la Fédération française a des moyens, ce qu'il peut pour le Made in France. Est-ce que ça veut dire que la Fédération française de foot doit casser son contrat qu'il élige avec Nike jusqu'en 2018? Est-ce qu'à l'Euro 2016, l'équipe de France doit porter un maillot 100% Made in France? Écoutez, moi je vais vous dire, ils veulent l'adhésion des Français. 77 des Français disent... 77%, ouais. 77% des Français, un sondage hier soir publié, disent il faut que le maillot soit... Mais je ne vais pas entrer dans cette polémique minuscule. S'il faut donner un peu d'argent, vous en donnez pour compléter. Ils peuvent renégocier le contrat et demander à Nike de faire travailler des sous-traitants en France. Ils sont très bons. Ils sont très bons. On vous donne votre maillot, on espère que vous le porterez. Super. Merci Arnaud Montebourg d'être venu. Conseil des ministres, le maillot. Non, quand même pas, monsieur le Caval. Dimanche, Jean-Pierre, c'est Jean-François Copé qui sera votre invité à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1. Imaginez ce qu'on peut lui demander. Le Monde e-télé. Merci beaucoup. Europe